Et le gouvernement français, par l'intermédiaire d'un certain nombre de ses services, et notamment l'un d'entre eux, je pense à un niveau qui restait celui du ministère de l'Intérieur, a purement et simplement décidé d'appliquer à la lettre ce qu'on peut appeler l'accord d'Alger, bien que je crois qu'il y ait eu un autre accord également réalisé dans l'ambassade d'Algérie à Beyrouth, mais qui est venu un peu plus tard. Celui-là on va le parler, on pourra en parler à propos d'interdiction de Badil. Le gouvernement français a tout simplement pris la mesure qui lui était demandée par le gouvernement algérien, et sans même regarder son fichier, sans même regarder les dossiers qui concernaient les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire, a, d'un beau matin, décidé de venir vous arrêter et de vous amener dans le dépôt que vous avez connu pour finalement vous vouer à une destination qui, je pense, devait être Alger. Le reste, vous connaissez le reste, vous savez comment nous avons bénéficié de 48 heures de répit grâce à la grève des transports, qui nous ont permis, comme l'a dit le frère Memchaoui tout à l'heure, d'alerter l'opinion publique française, d'alerter nos amis français, qui ont réveillé les médias et qui ont permis de porter l'affaire sur la place publique très rapidement, alors que pour les 101 Maliens, cela n'avait pas été possible. Donc il s'en est fallu de peu pour que les 14 camarades, et je crois qu'il y en avait même 15, hein, je crois qu'il y a un arrêté d'expulsion qui est dans l'air et qui n'a jamais pu être appliqué, eh bien pour les 14 personnes qui étaient visées, cela pouvait se terminer tragiquement par un débarquement à Darbeïda, puisqu'on a su même que les CNS étaient prêts à vous accueillir ce jour-là, sur l'aérodrome de Darbeïda. Voilà un exemple de ce que, une illustration de ce que peut être à un moment donné la raison d'État. Heureusement qu'il y a quand même dans ce pays certains espaces de liberté qui permettent tout de même à l'opinion de pouvoir réagir par l'intermédiaire des médias. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu, je pense, éviter le pire. Deuxième négociation, Belhadj a très bien suivi cela avec moi, à la veille de Noël, les Français étaient très très anxieux de voir libérer au moins un des leurs se trouvant en otage à Beyrouth. Dans ces conditions, et je crois que certains amis français m'ont dit c'est malheureux, mais maintenant pour toute négociation, le passage obligé c'est Alger, il faut aller à Alger. Pour toute négociation sur le sort des otages, portant sur n'importe quelle question intéressant l'Algérie, intéressant plutôt les relations de la France, y compris avec certains pays du Moyen-Orient, eh bien, le génie de nos frères a été toujours de se placer là où il fallait, au bon endroit, pour être les négociateurs, les marchands de tapis, patentés pour agir au niveau d'intermédiaire entre les différentes parties en cause. Et alors, de nouveau, cette fois, négociation à l'ambassade d'Algérie à Beyrouth, et c'est le général Rakhal Ayat qui se déplace là-bas et qui rencontre des émissaires proches des personnes qui détiennent, dans des conditions odieuses que nous avons condamnées 1000 fois d'ailleurs, ces otages à Beyrouth. Et alors là, de nouveau, négociation, bon, l'Algérie intervient, joue les bons offices. Un certain nombre d'amis palestiniens également sont intervenus dans cette affaire. Et à cette occasion, les Algériens disent, bon, ben écoutez, la dernière fois, ça a raté. Les Français disent, oui, mais c'est pas de notre faute. Il y a un minimum de démocratie chez nous, il y a le droit. On a fait ce qu'on a pu, hein, on les a pris, on allait les expulser, mais malheureusement, ça n'a pas marché. On a fait ce qu'on a pu. Nous avons des institutions. Et du côté algérien, on dit, oui, mais enfin, il y a des groupes qui se manifestent en France qui, comme le dit Mehri, d'une façon très officielle,
possède des moyens d'expression autonomes. Et ces moyens d'expression autonomes, nous ne pouvons pas les tolérer. Et parmi ces moyens d'expression autonomes, il y a un journal qui nous gêne, qui est fabriqué sur votre territoire et qui nous injurie copieusement tous les jours, qui met en cause la présidente, le président, les brèves qui sont ramassées ça et là, nous font beaucoup de mal. Et c'est un véritable instrument de guerre contre l'Algérie que nous ne pouvons pas tolérer. C'est très grave, il faut absolument que ce journal soit arrêté. Et c'est dans ces conditions que le gouvernement français prend la décision d'interdire El Badil. À ce moment-là, on me cherchait un peu partout d'ailleurs, et c'est en rentrant que j'ai appris que l'interdiction avait été publiée au journal officiel de la République française. Et en même temps, qu'est-ce que nous apprenons? Nous voyons arriver, et nous étions très heureux de cette arrivée, nous voyons arriver Aurel Cornéa, l'un des journalistes d'Antenne 2 qui avait été enlevé, qui a été libéré, et nous étions très joyeux de l'apprendre. Mais la libération d'Aurel Cornéa, il faut le dire, nous a coûté El Badil. La libération d'Aurel Cornéa nous a coûté El Badil, et à la suite de cela, nous avons pensé qu'il était peut-être possible de trouver une voie moyenne et de pouvoir apparaître comme une publication étrangère fabriquée à partir de la Belgique. Malheureusement, les problèmes sont les mêmes, si ce n'est pire qu'en France, puisque les moyens de pression du gouvernement algérien sur pratiquement tous les pays européens sont aussi conséquents et importants. Et je crois qu'il a été préférable finalement, sans essayer de tricher, de faire paraître ce qu'on appelle aujourd'hui l'alternative démocratique, qui, je peux vous le dire, risque d'avoir les mêmes problèmes qu'El Badil, puisque maintenant on nous dit, vous nous prenez pour des idiots, on a interdit El Badil, mais vous faites reparaître El Badil avec le titre alternative démocratique. Bon, c'est la quadrature du cercle. Alors, il faut en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je crois que nous sommes maintenant assez expérimentés dans le combat politique pour savoir que nous devons de temps en temps, même si nous sommes des idéalistes, faire de la réelle politique et composer avec ce qui existe. Parce que nous sommes une communauté de 800 000 Algériens en France et que cette communauté a une importance stratégique. Alors, qu'y a-t-il en France? Il y a des institutions, il y a le droit, il y a une opinion publique. Et là je rejoins le frère Mchaoui, il y a une opinion publique et il y a des groupes de pression en France. Il y a même au sein même du pouvoir français des opinions divergentes qui se sont manifestées tout à fait récemment, aujourd'hui même, à propos de certains nombres de mesures touchant une presse qui ne m'intéresse pas d'ailleurs, ce sont leurs affaires, c'est leurs problèmes. Mais en tous les cas, disons qu'il y a eu des divergences à ce propos-là, parce que certains Français considèrent que dès lors qu'on touche à un iota concernant la liberté de la presse, n'importe quelle presse, et ben on risque de toucher à toute la liberté de la presse. Bien, je crois qu'il faut nous engouffrer là-dedans, je crois qu'il faut que nous fassions peut-être un travail que nous avons négligé avant, c'est-à-dire un travail qui consiste à mieux prendre en compte les réalités de la société française, les courants qui traversent cette société, et de voir comment pouvoir travailler avec ces courants-là pour pouvoir continuer à nous exprimer. Il est évident qu'il y a de multiples formes d'expression pour un mouvement politique, et qu'en dehors de l'écrit, il y a également ce que nous sommes en train de faire là. Mais l'écrit est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et Alger l'a bien compris, qui multiplie en ce moment ses organes d'information et qui tente de donner à son journal de l'immigration, Actualité d'immigration, un visage beaucoup plus ouvert, beaucoup plus démocratique. On a donné la parole à Kateb Yassine, on a parlé de restriction des libertés en Algérie. Enfin, on commence à voir les problèmes d'une façon plus intelligente, tout simplement parce qu'on a eu peur de nos propres moyens d'information. D'où la nécessité tout de même de trouver des formules, des voies et moyens qui nous permettent de nous exprimer, de continuer à apparaître sur des supports qu'il faudra trouver et imaginer de façon
à continuer à mener ce combat qui est un combat essentiel, qui est lié d'ailleurs à la formation, qui est le combat de l'information. Je pense que nous aurons, en tous les cas, en discuter prochainement, et en tous les cas, il faut que l'on sache qu'ici, le FFS est totalement solidaire du MDA par rapport à tout ce qui peut lui arriver au niveau de la répression qui risque de s'abattre sur lui. Il faut que l'on sache, et je l'affirme d'une façon absolument solennelle, qu'on n'arrivera pas à nous diviser. Nous sommes capables de prendre les décisions qui s'imposent pour être totalement solidaires du MDA dès lors que la liberté du MDA est menacée. Nous en avons donné les preuves dans le passé, nous donnerons les preuves encore dans l'avenir. Pour ceux qui pensent que la proclamation de Londres a été une proclamation opportuniste, que c'était un hasard de l'histoire que cette proclamation intervienne, je suis obligé en quelques instants de rafraîchir quand même les mémoires. On nous dit à nous, FFS, et ça ne vient pas du tout de vous, ça vient souvent de nos amis les plus proches. Et puis il y a un de mes amis ici qui a dû entendre cela déjà. On nous dit, mais comment vous avez pu serrer la main à Ben Bella? Comment vous, qui avez été plutôt malmené de 62 à 65, vous qui avez été condamné à mort à l'époque de Ben Bella, comment vous avez pu signer un accord avec lui? Il faut répondre à cette question. Et nous sommes tous les jours contraints d'y répondre, et c'est une question tout à fait normale. À cela, nous disons que le contact avec Ben Bella ne remonte pas à 1985. Que alors que nous étions détenus dans les années 64, déjà, en prison même, nous avons eu des contacts, et déjà, nos militants qui étaient en liberté et qui étaient dans le maquis ont eu à discuter avec des représentants du Front de Libération Nationale de l'époque, notamment les frères Libjaoui, Aït el-Hussein, Zoubir Bouadjadj, etc., qui représentaient le Front de Libération Nationale, et l'un de nos plus glorieux militants, Si Abdelhafid, a eu à négocier directement avec ces gens-là. On lui a fait un sauf-conduit pour venir à Paris, un accord qui a eu une résonance nationale, un accord extrêmement important que vous devez connaître, que tous nos jeunes doivent connaître. Le 16 juin 1965, le 16 juin 1965, nous sommes bien loin de 85, 20 ans en arrière, il y a eu un accord FFS-FLN qui a été publié dans tous les organes de presse officiels algériens. Et cet accord, qui concrétisait sur le terrain un cessez-le-feu en Kabylie, et qui prévoyait la libération de tous les détenus politiques, ouvrait la voie à la construction démocratique de l'Algérie, parce que pour une fois, dans l'histoire de notre pays, eh bien, notre parti était pratiquement reconnu de fait par le parti unique. C'était un événement considérable. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui entouraient Ben Bella, immédiatement après la signature de l'accord, ont fait pression sur lui pour tenter de le faire revenir sur l'accord. Et je dois dire que la veille de son arrestation, il avait amenuisé la portée de cet accord. Mais la conjoncture était certainement difficile. Cela venait notamment après l'éviction de Bouteflika du poste de ministre des Affaires étrangères. Eh bien, 3 jours après le 16 juin 1965, alors que nous nous apprêtions à être libérés de prison, alors que nous avions pratiquement fait nos valises, c'était la joie, et que des centaines et des centaines de détenus politiques s'apprêtaient à rejoindre leur famille, alors qu'en Kabylie c'était un nouveau 19 mars,
hein, et j'ai des témoins ici qui pourraient vous le décrire, eh bien, à ce moment-là, l'armée prend le pouvoir en Algérie, emprisonne Ben Bella, et les Ben Bellis sont venus nous rejoindre en prison. Je me souviens que j'ai partagé la cellule à côté de moi à la sécurité militaire, parce que moi, on m'a libéré de la prison militaire d'Oran, pour bien montrer que c'était eux qui avaient le pouvoir, on m'a ramené dans une cellule de la sécurité militaire, et j'étais à côté de Hadj Ben Allah, qui était président de l'Assemblée nationale algérienne à l'époque de Ben Bella. C'est dire que nous nous sommes retrouvés aussi en prison. À la suite de ça, il y a eu la constitution de l'ORP, l'Organisation de la Résistance Populaire, et en prison, avec l'ORP, nous étions en contact. Il y a eu des contacts notamment à Lambez, entre Mohamed Harbi, Hossein Zahwan, et même des éléments du PCA, du Parti communiste algérien, Bachir Hadj Ali, avec des éléments du FFS. Je dois dire également aux frères Nemchaoui que j'étais en prison avec des frères du PPA, y compris à la prison militaire d'Oran. Donc, dès cette époque, il y a eu cet accord avec le FFS, puis continuité dans les contacts. Et ensuite, eh bien, après l'évasion de Hossein Aït Ahmed, il y a eu des tentatives d'union avec l'organisation clandestine de la Révolution algérienne, qui était dirigée à l'époque par Mohamed Lebjaoui, et qui disait qu'il représentait Ben Bella. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais en tous les cas, à l'époque, nous étions en contact avec lui, et nous avons tenté de mettre sur pied un organe de liaison. C'est dans ces conditions, notamment, que sur la tombe de Mohamed Khidr, eh bien, il y avait Boudiaf, Krim Belkacem, Lebjaoui et Hossein Aït Ahmed, et que notamment, ils ont entamé une action commune auprès des autorités espagnoles pour que la vérité puisse être faite sur cet assassinat perpétré par la sécurité militaire algérienne. Alors, on est loin de 85, et Londres, ce n'est pas un accident de l'histoire. Et ensuite, il y a eu toute l'action menée en faveur de la libération d'Ahmed Ben Bella. Je m'enorgueillis, moi, d'avoir été le seul avocat algérien à faire partie du comité international pour la libération d'Ahmed Ben Bella, et nous avons correspondu avec Ben Bella alors qu'il était en prison, et lorsqu'il est sorti, nous avons participé avec lui à la création de la Commission islamique des droits de l'homme. Aït Ahmed a participé à l'UNESCO, au grand rassemblement qui consacrait la naissance de la Commission islamique des droits de l'homme. Donc je crois que la proclamation de Londres n'a été que la fin d'un processus qui avait commencé 25 ans plus tôt, sans compter les liens affectifs qui avaient été noués dans le combat au niveau de l'OS et du FLN dans les moments les plus difficiles de notre guerre de libération nationale. Voilà ce que je voulais vous dire pour que vous ayez également, vous, des éléments de réponse par rapport à cette alliance entre le Front des forces socialistes et le mouvement pour la démocratie en Algérie. Il y a je ne voudrais pas qu'on élude d'autres questions également. Il y a une dernière question également qu'on doit vous poser souvent. On a tendance chez nous à tout schématiser, et c'est normal dans un climat de dépolitisation totale. On aime bien que le noir soit noir, le blanc soit blanc, et que, bon, on vous dit, ces gens-là sont des Kabyles. Et vous êtes alliés avec les Kabyles, ce sont des gens qui sont anti-arabes, qui veulent l'instauration d'un système en Algérie qui prévoirait notamment la prééminence d'une certaine ethnie sur une autre, d'une certaine langue sur une autre. Bien, je crois que de ce point de vue-là, la proclamation de Londres est extrêmement explicite. D'abord, le Front des forces socialistes n'est pas un parti kabyle. Il a toujours récusé cette connotation, même si, à un certain moment de l'histoire, le pouvoir a tout fait pour nous réduire à une composante purement régionale, bien que nous assumions absolument d'une façon et sans complexe la notion d'un régionalisme positif. Nous sommes absolument pour que chaque région en Algérie ait des moyens d'expression autonome, puisse économiquement se développer d'une façon autonome, et ces institutions autonomes, et le respect culturel d'une façon autonome également. Nous disons que ce bon régionalisme,
est à l'inverse du régionalisme pratiqué à l'heure actuelle en Algérie, qui n'est même pas un régionalisme de région, qui est un régionalisme de village, de clochers, de clans et de féodalité militaire. Alors nous disons, nous, que nous assumons absolument ce régionalisme que nous considérons comme un facteur de développement et de progrès, mais que nous entendons parler au niveau national et je dirais même au niveau maghrébin, et que notre dimension est une dimension maghrébine et que la composante berbère de notre société est une composante qui dépasse de